Emmanuel Macron, bonjour. Nous réalisons cette séquence du grand oral devant le monde agricole avec vous depuis votre QG de campagne à Paris. Nous appliquons exactement le même dispositif pourtant que pour les autres candidats. D'abord, vous allez commencer par un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Et puis, je vous interrogerai ensuite pendant une vingtaine, 25 minutes au nom du monde agricole. C'est à vous pour 10 minutes. Merci beaucoup. Écoutez, Madame la Présidente, Messieurs les présidents et membres du CAF, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, en effet, comme vous venez de le dire, je suis retenu par le Conseil de défense et le Conseil des ministres et je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à m'adresser à vous en ce moment important pour notre pays, important aussi pour le monde qui va être confronté, du fait de la guerre en Ukraine, à un immense défi alimentaire. D'abord, pour vous dire ma gratitude. Je sais que le pays vous doit beaucoup. Durant les 5 ans qui viennent de s'écouler, vous avez toujours été là et vous avez permis à notre pays de tenir, notamment pendant la période du Covid. Et c'est grâce à vous que nous n'avons jamais manqué sur nos étals, que nous avons pu continuer à nourrir le peuple français. Vous avez été et êtes le ciment de notre République. Je l'ai dit dès le mois de mars 2020 et je vous en remercie à nouveau. De tout cela, de votre engagement, merci. Je suis devant vous ce matin en tant que candidat. Et donc, je veux également vous dire quelle vision de l'agriculture je veux porter pour les 5 prochaines années, en vous livrant de manière très simple quelques convictions. Ma première conviction est que l'indépendance alimentaire de notre pays est non négociable. Je le disais en effet, je le rappelais, en mars 2020, déléguer notre alimentation à d'autres pays serait folie. C'était vrai au début de la crise Covid, c'est encore plus vrai aujourd'hui, au moment où on le voit bien, où des puissances comme la Russie se servent de l'agriculture, et notamment du blé comme d'une arme, et où du fait de la guerre en Ukraine, la famine redevient un risque sérieux. Elle l'est pour beaucoup de pays du Proche et Moyen-Orient et de l'Afrique, ce qui a justifié d'ailleurs une initiative que la France a prise en fin de semaine dernière, l'initiative Farm. Oui, il n'y a pas de pays fort sans une agriculture forte, et en France, c'est au-delà de l'indépendance, aussi je dirais une question charnelle, une question d'identité. La France ne serait pas la France sans ses agriculteurs. Consolider notre indépendance alimentaire, voilà donc mon ambition et ma vision politique pour les 5 ans qui viennent. Voilà ce sur quoi je m'engage devant vous et devant les Français. Ma deuxième conviction, c'est que pour consolider notre indépendance, il nous faut, je crois, continuer la ligne que nous avons suivie ces dernières années. Et sur ce sujet, cette ligne que nous avons suivie a été, je crois, toujours très claire dès les États généraux de Rungis. Et c'est la ligne que nous avons suivie depuis 5 ans. C'est, je crois, la bonne. D'abord, consolider notre indépendance par une meilleure rémunération des agriculteurs. C'est la mère des batailles. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'agriculteurs sans rémunération. C'est vrai aujourd'hui, c'est encore plus vrai de demain. C'est pourquoi nous avons pris d'abord une loi Egalim 1 et remis sur le métier la loi Egalim 2, qui était le fruit d'un travail, d'une concertation avec vous. Et je prends l'engagement devant vous que je continuerai à être intraitable dans l'application avec la démultiplication des sanctions, la mise en place de la contractualisation, la réouverture des négociations commerciales. Mais je crois que ce chantier a permis d'éviter des catastrophes et a permis de consolider plusieurs filières. Ensuite, consolider notre indépendance passe ensuite par la lutte contre les effets du changement climatique, dont la sécheresse en cours est l'un des visages. Pour cela, nous finaliserons la réforme de la couverture des risques climatiques. En effet, le CAF a adopté à l'unanimité cette réforme. Je l'avais présentée à la fin de l'été dernier. La loi a été adoptée, comme j'en avais pris l'engagement. Et donc, face en effet aux calamités naturelles, à toutes ces catastrophes qui adviennent et bousculent vos vies, ont bousculé beaucoup de secteurs, beaucoup de nos territoires. Nous avons pris une loi historique. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui arrive avec l'adossement à la solidarité nationale, ce qui est une avancée, elle aussi, historique. Je veux remercier le monde agricole, nos parlementaires, les assureurs qui se sont engagés à nos côtés, mais la solidarité nationale sera là aussi, et je m'y engage. L'État investira également dans les plans d'adaptation que vous êtes en train de finaliser filière par filière. Et nous devons également avoir une approche revue, raisonnée, fondée sur la science de l'utilisation de l'eau. Nous savons qu'il existe des conflits dans l'usage de l'eau, mais rien ne saurait justifier les dégradations dont certains d'entre vous ont été victimes. Je veillerai donc, tout en optimisant les pratiques, ce qui est essentiel, à renforcer l'accès sécurisé à l'eau
en mettant en œuvre les orientations du Varenne. Le Varenne a été un travail complètement coopératif. Il a permis des avancées majeures. Nous savons le retard que nous avons par rapport à l'Espagne, pour ne prendre qu'un exemple. Le Varenne va nous permettre de le rattraper. Nous devons donc maintenant l'appliquer parce qu'il ne peut y avoir d'agriculture sans eau. Enfin, face au changement climatique, je crois dans les nouvelles technologies et dans l'innovation. La France continuera ainsi de pousser pour que le cadre sur les NBT soit établi et plus rapidement possible au niveau européen. Consolider notre indépendance passe aussi par la poursuite de notre politique de préservation de nos terres, qui sont le substrat sans lequel aucune culture n'est possible. Nous avons là aussi beaucoup progressé en 5 ans. Nous avons réduit de 93% les produits phytosanitaires les plus préoccupants. Nous avons doublé la surface bio, ce qui fait de la France la plus grande surface bio d'Europe. Nous avons multiplié par 20 en 3 ans les exploitations sous signe HVE. C'est cela, la réalité de la transition agroécologique. Et il nous faut continuer à avancer, mais le faire avec méthode, c'est-à-dire sans jamais interdire quand il n'y a pas de solution, et en considérant que les transitions ne se font jamais par injonction, mais toujours par l'investissement et l'accompagnement. C'est pourquoi nous investirons dans les alternatives, en anticipant, en laissant nos agriculteurs avec des solutions et des options et jamais dans l'impasse. Consolider notre indépendance passe encore par une action pour éviter d'être à la merci de certaines importations. Je pense bien sûr, dans le contexte qui est le nôtre, aux engrais. Nous allons continuer d'investir pour produire chez nous de nouveaux engrais moins émissifs en gaz à effet de serre. Je pense aussi aux protéines. J'avais lancé au Salon de l'Agriculture le grand plan protéines français, puis nous avons convaincu les Européens. 150 millions d'euros sont actuellement déployés dans le cadre du plan protéines. C'est essentiel pour cette souveraineté et limiter nos importations. Je pense aux fruits et légumes, et pour que, justement, nos importations soient soumises aux mêmes normes que nos productions nationales, je continuerai aussi de me battre en européen pour la mise en œuvre des clauses miroirs. Et là, je vais être très concret. Je crois aux clauses miroirs, je pense que c'est un très bon élément de protection. Mais si Bruxelles tarde trop, je prendrai mes responsabilités, comme nous l'avons fait récemment, en interdisant l'importation et la commercialisation de viande issue d'élevage utilisant des hormones de croissance. C'est une question de justice. Consolider notre indépendance passe enfin par la reconnaissance au niveau français et européen de la mission nourricière de notre agriculture. Je vous sais très inquiet sur la mise en place du Green Deal européen et du programme Farm to Fork. Ma position est très claire, et je l'ai d'ailleurs plaidé au Conseil européen de la semaine dernière. Mener les transitions est nécessaire, oui, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue notre mission nourricière. Il nous faut donc réussir à combiner les deux, et c'est possible, à condition d'investir et de croire dans le progrès. La situation géopolitique nous le rappelle, et ce que nous vivons nécessite, dans la période, de produire plus. Je l'ai défendu au niveau européen en commençant à faire bouger les positions de la Commission et du Conseil sur le sujet, et je m'assurerai de la mise en œuvre de ces décisions. Il faut donc, vous l'avez compris, poursuivre, amplifier ce que nous avons mis en place. Il nous faut aussi, et ce sera la troisième et dernière conviction que je voulais partager, aller plus loin sur quelques sujets clés au cœur du projet que je porte pour notre pays. Aller plus loin sur le renouvellement des générations d'abord. Aujourd'hui, en effet, nous installons 12 à 14 000 agriculteurs chaque année. Compte tenu de la pyramide des âges, nous devons atteindre 20 000 par an. Pour ce faire, une loi d'orientation et d'avenir de notre agriculture sera votée dès le début du quinquennat autour de 3 piliers. Le premier, le renforcement de notre enseignement agricole, parce que c'est une pépite que nous devons encore plus soutenir. Nous devons aussi lutter contre les déserts vétérinaires, notamment en zone rurale. Ensuite, faciliter l'accès aux fonciers pour les nouveaux installés. Outre les fonds de portage pour éviter un endettement trop important au moment de l'installation, nous devons protéger les terres agricoles des achats étrangers. Les terres agricoles seront ainsi considérées comme des actifs stratégiques. Leur vente à des investisseurs étrangers sera strictement contrôlée. Troisième pilier, l'innovation. Plus nous nous engagerons dans la troisième révolution agricole, plus le métier sera attractif pour notre jeunesse. Et donc, dans le cadre de France 2030, nous investirons dans le numérique, l'agri-robotique, la sélection variétale, le biocontrôle, qui permettront de concilier production et environnement. Nous lèverons aussi les barrières réglementaires pour ces innovations et nous favoriserons les contrats de territoire. Il nous faut ensuite aller plus loin sur le sujet de la compétitivité, en parlant non pas seulement des revenus, mais des charges des agriculteurs. De ces crédits d'impôt qui, sur le bio, le HVE, vous soulagent et seront maintenus.
de ces transpositions qui alourdissent vos coûts et contre lesquelles nous lutterons, de ces dispositifs qui, comme le TODE, simplifient votre vie d'employeur. C'est pourquoi le TODE sera pérennisé. Je souhaite aussi que nous renforcions ensemble ce que j'appelle les crédits carbone faits en France, qui est très important. Peu de concitoyens le savent, mais c'est dans le sol, plus que dans les arbres, que nous captons le plus de carbone et que nous luttons contre le réchauffement. Vous êtes donc de vrais soldats du climat, et je crois que cela doit être reconnu et valorisé économiquement. Nous avons lancé la dynamique à travers le plan de relance, et vous avez constitué France Carbone Agri. Nous allons donc continuer en ce sens. Je souhaite également développer les énergies vertes tout en veillant à la lutte contre l'artificialisation des sols. Le prochain quinquennat doit enfin être un quinquennat qui redonne toute sa valeur à l'alimentation. Nos sociétés de l'abondance ont trop souvent oublié la valeur de l'alimentation, sa valeur nutritionnelle, sa valeur environnementale, sa valeur économique. Dès le plus jeune âge, nous agirons pour développer la connaissance de notre agriculture et de notre alimentation, à l'école notamment, mais aussi auprès des parents. L'État et les collectivités devront prendre toute leur part, notamment au travers de la commande publique. Notre modèle qui repose sur l'ancrage territorial, la transmission familiale, la qualité et justement la valeur ainsi reconnue doit être encouragée. Et c'est pourquoi l'État se devra d'être exemplaire dans ses achats alimentaires. Redonner de la valeur à l'alimentation nécessite enfin de pouvoir agir pour que nos concitoyens les plus fragiles puissent y avoir accès. C'est pourquoi je me suis engagé sur la mise en place du chèque alimentaire et à poursuivre notre engagement de lutte contre la précarité alimentaire. Voilà, mesdames et messieurs, vous le voyez, je continuerai à me battre à vos côtés pour notre agriculture. Je continuerai à me battre pour nos agriculteurs. Vous faites un métier qui est essentiel à la nation. Vous transmettez des valeurs qui sont essentielles. Le travail, la solidarité, la générosité. Dès le début du quinquennat, avec le discours à Rungis, j'ai lancé ces grands chantiers avec vous. Parfois, nous avons dû nous y reprendre à plusieurs fois, ensemble. Nous nous sommes battus, nous avons connu des avancées. Vous avez été là durant la crise Covid. Vous êtes là durant cette guerre. C'est pourquoi je suis si fier des avancées que nous avons ensemble obtenues. Fier aussi des avancées sociales, comme les retraites agricoles, des chefs d'exploitation, des conjoints, des congés maternité et paternité, de l'augmentation de l'aide au répit. Et voilà pourquoi nous continuerons de tout faire pour faciliter votre vie. Avec un plan de lutte contre les détresses agricoles, l'accompagnement social pour ceux qui cèdent leur exploitation, pour leur permettre de mieux anticiper leur départ, améliorer aussi des éléments très concrets comme la gestion du loup. Nous continuerons d'être au rendez-vous. Voilà les quelques mots que je voulais avoir avant de répondre à vos questions. Notre agriculture est la base, la force de la prospérité de notre nation. Cette vérité s'est toujours vérifiée, dans l'histoire ancienne comme contemporaine. C'est pourquoi je serai là pour me battre à vos côtés et pour une agriculture française forte et indépendante. Merci à vous. Merci Monsieur Macron. J'en viens maintenant aux questions préparées par les présidents des organisations membres du CAF, le Conseil de l'agriculture française qui est à l'initiative de ce grand oral. Et puis il y aura aussi des questions de la base. Alors on va rester sur le principal sujet qui est celui que vous avez tout de suite abordé, de la souveraineté alimentaire. Vous avez alerté sur le risque de crise, de famine même. Et pour garantir la souveraineté alimentaire française, le CAF estime qu'il est possible de sortir de la logique de décroissance tout en améliorant l'empreinte environnementale et climatique de l'agriculture. Donc le monde agricole a été entendu. Et pourtant, la question est très simple. Comment comptez-vous concrètement aider les agriculteurs à produire plus, davantage encore, et en même temps réussir le défi de la transition? C'est une question posée au nom du CAF par Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. C'est exactement la question qui nous est posée parce qu'on aurait tort de penser que le contexte doit nous faire oublier les transitions que nous devons faire. Et je veux ici saluer le monde agricole, qui est l'un des secteurs, un ensemble de secteurs qui a connu les transitions, les transformations les plus radicales en quelques années. On ne peut pas mener ces transitions contre le monde agricole, on les mène avec. Et je l'ai dit à l'instant dans mon propos, ce n'est pas par injonction, c'est en investissant. C'est ce qu'on a fait avec le plan France Relance, et c'est ce qu'on fait avec France 2030. Et c'est ce que je veux faire au niveau français et européen. Le contexte qui est le nôtre est simple. Nous allons devoir renforcer notre indépendance parce que ce qu'on importait en effet de la zone ukraino-russe ne sera plus au rendez-vous. Mais surtout, on va devoir être au rendez-vous de la solidarité alimentaire avec le proche Moyen-Orient, le Machrek, le Maghreb, le reste du continent africain, certains pays dépendant à plus de 80% des céréales venant d'Ukraine et ou de Russie. Et malheureusement, en ce moment même,
aussi, nous savons que ce qui devait être planté en Ukraine n'est pas planté. Donc c'est une crise de maintenant, mais de 12-18 mois. Donc oui, on doit produire plus. Non, on ne peut pas le faire en oubliant nos contraintes, parce que nos populations le demandent, c'est notre responsabilité pour nos sols, notre climat. Et on sait, le monde agricole le sait, il en est la première victime quand il y a des dérèglements. Donc, il faut investir. Et c'est cette troisième révolution qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est accompagner le monde agricole pour produire plus, réviser Farm to Fork, il le faudra, on le sait très bien, et le faire par un investissement national et européen qui nous permettra de continuer la sortie des produits les plus préoccupants, de réduire partout où on peut, avec des solutions et des alternatives, les produits phytosanitaires dont on peut se passer, et d'avoir des pratiques qui sont bonnes pour nos sols, et de multiplier les pratiques de captation de carbone. Donc, simplement très court, si j'ai bien compris, le produire plus s'il y a développement durable n'est plus tabou. Il n'est pas tabou. Alors, deuxième sujet, qui est un peu lié tout de même à la façon dont les Français ont une perception des agriculteurs et notamment de leur volonté de produire précisément et de les nourrir et de produire plus. Il y a un sujet qui les inquiète, ça c'est une question de la base, considérablement en ce moment, et l'actualité récente l'a montré, c'est leur sécurité personnelle et celle de leurs exploitations. Ils sont agressés régulièrement, il y a des destructions, c'est l'affaire récente des bassines d'eau en Charente-Maritime, l'attaque du train de blé détruit. Alors, comment mieux faire respecter la loi pour que les agriculteurs, leurs outils de production, les productions elles-mêmes, ne soient plus menacés et détruits? Bon, d'abord, on a réagi, vous le savez, durant ce mandat, avec ce qu'on a appelé la cellule Déméter. Elle est évidemment là, elle sera maintenue. Et il y aura d'autres moyens sur ce Déméter? Donc ça, on continue à mettre les moyens, à chaque fois, il faut les adapter. Donc ça, c'est un élément clé parce qu'il permet d'avoir du renseignement, de prévenir ces situations, d'accompagner. Ensuite, dans l'engagement que j'ai pris pour la sécurité du pays, la sécurité en ruralité est essentielle. C'est aussi pour ça que dans ce qui est prévu à travers la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a le déploiement de 200 brigades de gendarmerie qui très concrètement sont très importantes pour le monde agricole et ces nouvelles formes de violence inacceptables. Troisième point, c'est les moyens qu'on donne aussi à la justice pour accompagner avec des procédures plus courtes et être intraitables. Mais au-delà de ça, moi je veux aussi faire le pari de l'intelligence et de la réconciliation de ces agendas. Tout ça est lié au fait qu'on a très longtemps opposé agriculture et écologie. Et que certains tenants de l'écologie se disent « ça doit se faire contre le monde agricole », ce qui est fou. Et certains, de l'autre côté, ne voulaient pas bouger. Je pense que collectivement, la profession a montré ces dernières années, et nous avons essayé tous ensemble de le faire, qu'il y avait la possibilité de continuer à nourrir le pays, de le nourrir bien comme on le fait, en ayant la plus grande exigence et en continuant d'avancer, de progresser, si on investit, si on fait les transformations et si on les explique. Et donc je crois à cette réconciliation des agendas. Et je le dis aussi avec beaucoup de force, il faut convaincre parfois celles et ceux qui ont les actions les plus violentes qu'il n'y a pas d'écologie soutenable s'il n'y a pas une agriculture qui est là, qui entretient nos sols, qui entretient nos paysages, qui entretient nos haies, qui permet l'équilibre de nos territoires, Vous comprenez... qui fait des services environnementaux que d'ailleurs on rémunère et qu'on va essayer de rémunérer mieux, qui est un instrument, je le disais dans mon discours, de captation de carbone. Donc voilà, il faut aussi expliquer et réconcilier. On comprend bien votre point qui est convaincre des deux côtés au fond. On sanctionne et on réprime et on convainc, mais tout en de même temps. Vous comprenez aussi l'état d'esprit d'agriculteurs qui ont vu un quart de CRS pour les protéger dans leur cour de ferme, dont l'épouse, les enfants sont menacés et qui ont peut-être parfois le sentiment que les peines, les sanctions à l'égard des agresseurs ne sont pas à la hauteur. Je l'entends et on l'entend à travers le pays. D'abord, je serai toujours vigilant sur les sanctions parce qu'elles dépendent du juge et nous sommes dans un état de droit. On a renforcé les peines sur beaucoup de ces sujets. Non, ce qui est intolérable, c'est quand la propriété privée est en effet non respectée et quand il y a de l'intimidation, de la violence, et en particulier à l'encontre d'exploitants et de leurs familles. Donc les scènes que vous décrivez, je les comprends parfaitement et elles me sont d'ailleurs racontées par les agriculteurs qui le vivent. Et elles viennent s'ajouter à un quotidien qui est difficile. Et on le sait, il y a beaucoup de détresse dans beaucoup de nos campagnes parce que les revenus ne sont pas toujours descendus dans le cours de ferme. On a des situations qui sont très dures. On a aussi un coût des matières premières, du carburant qui est là. Le plan de résilience du gouvernement apporte une première réponse. Donc tout ça est intolérable. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place la cellule Déméter. On l'a fait, je dirais que c'est unique. Parce que j'ai considéré qu'on ne pouvait pas abandonner nos agriculteurs dans cette période. Donc oui, je serai intraitable. Mais je veux aussi que la société évolue. Je ne veux pas qu'on reste dans ce face-à-face. D'accord. Je ne veux pas que ça se reproduise. Alors, donc je suis intraitable, je le resterai, et les moyens seront toujours là pour accompagner.
Une question plus politique, si vous permettez, au président sortant. C'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui souhaite vous la poser. Au cours des 3 premières années de mandat, vous avez semblé considérer les corps intermédiaires, comme on dit, comme des ralentisseurs de réformes. Et le monde agricole et ses organisations représentatives font partie de ces corps intermédiaires. Quel regard, si vous êtes réélu, vous porterez sur le rôle et l'action de ces corps intermédiaires demain ? Non, j'ai jamais pris les corps intermédiaires pour des ralentisseurs de réformes. Il y avait des réformes qu'il fallait passer de manière un peu, si je puis dire, à la cavalcade. Il fallait avoir de la vitesse sur le marché du travail en particulier. Je crois avec le recul que la méthode était la bonne et d'ailleurs les résultats sont là. Et on le voit, on a réduit le taux de chômage de manière très forte. Ensuite, dès le début, et d'ailleurs la loi Egalim 1 l'a montré, on a associé les corps intermédiaires dans le secteur agricole. On a associé nos syndicats, mais on a aussi une logique de filière. Donc, moi, je crois aux corps intermédiaires, je crois à la concertation, à l'association. Je pense que parfois aussi, il faut assumer, quand on a un mandat démocratique, de prendre des décisions en les expliquant, mais en actant des désaccords, parce que le respect ne doit pas confiner à l'impuissance, parce que notre pays en a parfois trop souffert. Et demain, alors donc, demain, j'aurai une méthode qui continue. J'ai appris collectivement, donc si je puis dire, avec tous. Donc, la méthode qui sera la mienne va être, c'est ce que je fais aujourd'hui, d'expliquer très clairement l'agenda que je veux suivre, de concerter, de donner aussi un calendrier sur la mise en œuvre, et surtout d'associer. Et je crois, ça, on l'a vu pendant la crise Covid, de manière... C'est vrai qu'on a beaucoup appris pendant la crise, et je dois dire, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous changé de méthode. Et les corps intermédiaires, pendant la crise Covid, ont changé de méthode. Parce qu'on a tous dit, on a un objectif, on doit tenir. Et je crois que cette méthode, il ne faut pas qu'on la lâche. C'est-à-dire, ça a été une méthode consistant à dire, nous sommes tous co-responsables. Et on a un objectif d'efficacité. Et on n'est pas dans la guerre de position. Et donc, ce dont je rêve, pour la révolution agricole qu'on a à mener, pour la révolution industrielle qu'on a à conduire, pour l'école, pour la santé, c'est d'avoir une nouvelle méthode qui garderait en quelque sorte cette mobilisation très intense où tout le monde, on a des positions, mais on essaie d'être dans, si je puis dire, au bon sens du terme, la guerre de mouvement en permanence. C'est-à-dire on doit chercher des résultats bons pour le pays. Et on adapte et on ajuste. Pour le monde agricole, je le dis très clairement, on a besoin de consolider nos filières. On a besoin de mener ces transitions. Donc j'ai besoin aujourd'hui, et j'aurai, je l'espère, si les Françaises et les Français me font confiance, besoin de toute façon des représentants du monde agricole et des filières pour pouvoir avancer. Alors, il nous reste 6-7 minutes et j'ai encore 3 questions, si vous permettez. Non, mais on est dans le timing. C'est par équité vis-à-vis des autres candidats, évidemment. Parlons réforme, justement, pour le monde agricole. Et c'est une question de Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs. Vous avez lancé, vous les avez évoqués, le Varenne de l'eau, les lois Egalim, la réforme de l'assurance récolte. Mais tout de même, la compétitivité, le secteur décroche, et le secteur décroche par rapport à ses concurrents étrangers. La balance commerciale, alimentaire qui était bonne en France, qui ne l'est plus aujourd'hui. Quelles mesures allez-vous prendre, si vous êtes réélu, pour inverser la tendance ? Alors, d'abord, on résiste tous ensemble. On a eu certains marchés qui étaient très affectés, et la Russie, par exemple, nous a fait beaucoup de mal, il faut bien dire ce qui est, ces dernières années. 3 choses simples. La première, on a besoin de renforcer la compétitivité coût. C'est pourquoi, on continue de se battre contre les surtranspositions. Et là, de manière très claire, on les a beaucoup réduites ces dernières années. Je propose une chose très simple sur les surtranspositions. Que dès qu'il y a un doute, on les amène devant le CORENA. Et on les corrigera. Et on sera pragmatique. On l'a été pour les betteraviers et les néonicotinoïdes. Ils le savent. 2, on pérennise le TODE. Et donc, sur ce sujet, et c'est clair, c'est très important pour compétitivité coût. Ensuite, on a la compétitivité hors coût. Là, c'est les plans de filière, l'investissement dans les plans de filière, continuer la transformation. Et à côté de ça, nos projets de territoire qui aident aussi beaucoup à cette compétitivité hors coût. 3, l'Europe. Si on veut maintenir cette compétitivité, il faut les clauses miroirs, une Europe qui accompagne, qui protège contre la concurrence déloyale. C'est les clauses miroirs et c'est des accords internationaux où on dit non quand on n'a pas de système d'équivalence. C'est pourquoi j'ai dit non au Mercosur. Alors justement, il y a une question de Pascal Cormery, le président de la MSA et représentant de la CNMCA, à propos de l'Europe, mais alors dans une forme de concurrence interne en quelque sorte. Le CAF est attaché à l'Europe comme protectrice des consommateurs, mais il constate aussi qu'il y a un manque d'harmonisation européenne au sein même de l'Union. Le coût du travail, la fiscalité, les normes environnementales, le bien-être animal, il y a parfois des divergences au sein des pays. Comment on peut éviter cette distorsion intra-européenne? D'abord, la PAC est une bonne PAC et c'est une victoire française. Elle a été négociée par notre pays, on l'a maintenue en valeur.
Deux, cette PAC, pour la première fois, elle porte un agenda social et environnemental. Et on a obtenu, là, ces dernières semaines, justement, ces critères sociaux qui vont permettre l'harmonisation. Et au fond, qu'est-ce qu'on doit chercher partout? C'est cette harmonisation. Et donc j'entends ce point sur les divergences. Et donc nous, ce qu'il faut veiller à faire, c'est ne pas surtransposer, mais pousser notre agenda au niveau européen pour que les échéances qui sont les nôtres, les objectifs, soient imposés à tous les pays. La PAC permet de progresser en ce sens, sa mise en œuvre sera clé, on va se battre. C'est aussi pourquoi je me suis battu pour avoir des agences européennes sur la sécurité alimentaire et la sécurité humaine, sanitaire. Parce que c'est comme ça qu'on a les mêmes qualités de contrôle. Et beaucoup me saisissent en disant c'est les Espagnols, les Italiens, parfois ne sont pas contrôlés comme nous. Donc il faut qu'on harmonise, pas simplement les textes, mais la capacité à faire les contrôles entre Européens, c'est vrai. Et puis enfin, il faut, comme je le disais, que l'Europe protège contre les risques qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est de synchroniser, si je puis dire, l'agenda commercial et l'agenda environnemental et agricole. Et donc, c'est vraiment défendre notre modèle face à la concurrence déloyale. Alors, restons sur le territoire national, si j'ose dire, hexagonal, français, et même des dom-toms, avec la question de la ruralité et des territoires. Et c'est une question de Sébastien Windsor, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les entreprises du monde rural se sentent souvent en tout cas oubliées. Infrastructures, transports, services publics, vous connaissez les regrets qu'ils expriment. Et avec plus de 40 partenaires, les organisations du CAF ont signé un manifeste pour des ruralités vivantes dans lequel elles appellent à revitaliser le tissu économique. Comment est-ce que vous pensez agir, si vous êtes réélu, pour redonner des perspectives du désir de s'installer en monde rural aux entrepreneurs ruraux, notamment de progresser encore? Alors d'abord, je partage totalement cette approche. Je crois à une ruralité, à des ruralités, parce qu'il y a plusieurs modèles vivantes et ambitieuses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a porté depuis maintenant près de 3 ans un agenda rural qui s'est décliné, qui a permis de revitaliser beaucoup nos villages, nos centres-bourgs, nos campagnes. Face à ça, on doit équiper. Et donc équiper, c'est continuer de fibrer, continuer de développer l'Internet mobile. C'est très dur de dire on veut des habitants, on veut des projets, si on n'est pas équipé de manière équitable par rapport au reste du territoire. On a mis à marche forcée ce déploiement, on est en train de le finaliser, il faut poursuivre et aller au bout. Deuxième pan, c'est équiper sur le plan des mobilités, du déplacement. Et donc ça, c'est les infrastructures routières, ferroviaires. On a développé plus de 7000 km de petites lignes, c'est très important pour la ruralité. Troisième point, c'est développer les commerces, le logement, faciliter les choses. C'est dans l'agenda rural, j'y crois profondément. Et puis, c'est lutter contre ce qui éloigne de la ruralité. Les déserts médicaux, les difficultés d'accès, redéployer et donc ça, c'est l'agenda de santé que je prône. C'est des services publics plus proches. On a commencé à le faire. J'ai un agenda de déconcentration pour remettre du service public en ruralité. Et c'est lutter contre aussi des déserts médicaux qui touchent nos professions agricoles, en particulier le manque de vétérinaires, où là aussi, on propose une politique d'aide à l'installation dans les zones qui sont les plus carencées. Tout ça, c'est ce qui permet de, en quelque sorte, avoir les conditions de réussite. Après, ce sont les projets qui les portent. Et là, nos agriculteurs jouent un rôle essentiel dans nos ruralités. Les ruralités sont vivantes, des projets, il faut des projets agricoles, des projets industriels, parfois des projets associatifs, qui permettent d'attirer, de créer de la richesse et d'avancer. Parlons de projets industriels, parce que si l'agriculture, sa première mission, c'est nourrir, elle peut être aussi, elle l'est déjà, productrice aussi d'énergie, oui. Essentielle pour notre pays. L'agriculture a un potentiel pour être fournisseur, notamment de gaz par la biomasse, vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que d'abord vous partagez cette vision, et quelle politique pourriez-vous mettre en place? C'est la base qui vous pose cette question. Tous ceux qui ont mis en place des méthaniers, par exemple, pour que l'agriculture contribue à la souveraineté énergétique française et européenne. Alors vous avez parfaitement raison, et c'est d'ailleurs une diversification de revenus très importante. Et donc, nous, on en a besoin pour le pays, et nos agriculteurs en ont besoin pour améliorer leurs revenus. Donc ils sont des acteurs importants d'abord du biocarburant. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi ici vous dire très clairement que le critère 1 sera justement attribué aux véhicules qui auront du biocarburant. Qui roulent en permanence au baissant. Et donc ça, c'était, je le sais, attendu, c'est un point très important, parce que c'est un élément justement qui reconnaît le rôle des biocarburants et qui permet de continuer à encourager la filière. Ensuite, il y a tout ce qui existe déjà et qui se développe, en particulier méthanisation que vous avez évoquée et autres. Et là-dessus, qu'est-ce que je veux faire? Simplifier, simplifier, simplifier. On a déjà fait, durant le quinquennat, une première loi de simplification sur ce sujet pour réduire nos délais, mais on voit que nous, d'ailleurs, tous Européens, on est beaucoup trop lents. On est lent pour que les projets soient autorisés, c'est pareil en Allemagne et ailleurs,
même s'ils ont de l'avance sur nous, et on est là pour raccorder. Je sais ce que... Au réseau. Exactement, parce qu'il y a des blocages, des corporatismes. Donc là-dessus, ce que je me suis engagé à faire, et je veux ici le rappeler, c'est une grande loi de simplification qui, sur nos priorités, la production de ces énergies en est une, va simplifier drastiquement les délais pour les comprimer et aller beaucoup plus vite. L'autorisation et le raccordement. Donc méthanisation, très important. Et puis, il y a tous les projets d'agrivoltaïsme. Parce qu'on le sait, on doit développer le solaire dans le monde agricole, on peut développer la production d'énergie renouvelable dans le monde agricole. Il y a beaucoup de projets qui sont portés par la base. Et là-dessus, je veux être clair, je veux les développer. L'agrivoltaïsme est un levier formidable d'avenir pour produire plus, pour tenir nos objectifs au niveau national et pour aider nos agriculteurs à avoir une diversification. Ce qu'il nous faut faire ensemble dans les prochains mois, c'est en bâtir le cadre. Pourquoi? Parce qu'il faut là aussi que ça reste des terres agricoles et tout le monde y est attaché. Et donc sur ce volet-là, on doit réussir à justement encadrer les choses pour permettre à ces projets de se développer avec toute la visibilité, qu'ils soient reconnus, qu'ils améliorent les choses sur le plan environnemental et sur le plan du revenu, mais qu'ils ne viennent pas en quelque sorte enlever de la terre agricole. Et puis enfin, il y a la captation de carbone. Ce carbone fait en France que j'évoquais tout à l'heure est très important. Ça, il faut l'encourager, le valoriser, et c'est aussi un modèle d'amélioration des ressources et d'amélioration de notre écosystème et du bilan français. Sujet très important pour une bonne partie de la base qui a exprimé cette question, qui a poussé cette question. J'en ai encore deux, puisqu'on avait encore un petit peu de temps, très rapidement. Une sur, vous en avez en partie répondu d'ailleurs à cette question dans votre discours initial. La commande publique de produits alimentaires, origine France. Bon, les agriculteurs sont très attachés à la promotion de l'origine France des produits alimentaires, mais quelles mesures vous allez faire pour que il y ait un bon positionnement des produits français dans les cantines, mais pas seulement dans les marchés publics en France? Alors d'abord, la mobilisation l'appelle. Le ministre, vous vous en souvenez, avait appelé à consommer des jeunes bovins, à juste titre, dans nos écoles. Bon. Deuxième point, ce qu'on a mis en place, l'origine de la viande dans les restaurants, et en particulier dans des restaurants aussi collectifs, c'est un levier très important. Quand les parents d'élèves vont se rendre compte que leurs enfants, ils mangent du blanc de poulet qui vient du Brésil, vous verrez qu'ils mettront la pression. Et tout le monde va mettre la pression. Donc, il y a des règles de marché. Non, mais la transparence est un élément clé. Donc on va continuer de le faire, c'est ce qu'on a fait avec l'étiquetage, c'est ce qu'on a continué par les appels. Et là, avec l'origine des viandes, c'est un élément clé, la transparence, la pression. Ensuite, la loi nous a donné des objectifs. 50% de produits de qualité, dont 20% bio, et 100% de produits de qualité avec la loi climat. Donc ça, il faut maintenant mettre en œuvre. Et derrière, je vais être très clair, la circulaire qui est à quelques jours du Premier ministre l'a d'ailleurs dit très clairement, on ne doit pas faire d'économie sur l'alimentation en commande publique. Et donc, ça veut dire que ces lois, on doit les appliquer de manière... Donc ce n'est pas qu'une affaire de compétitivité avec les produits qui arrivent de l'étranger. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis des années? Que ce soit d'ailleurs l'État, les collectivités locales, les entreprises et autres. Ils ont ajusté par les coûts. Et donc il dit, on doit faire manger les gens avec un budget de tant d'euros, et donc on importe. Et on faisait venir les produits du moins cher. Là, on met des règles, on met des contraintes. En parallèle, il faut donner les moyens. Il faut accepter aussi que pendant un temps, en tout cas, on va payer un peu plus cher pour aider aussi les circuits courts à se développer. Mais je me déplace partout sur le territoire. Je vais d'ailleurs le plus souvent, j'y étais hier en tant que candidat dans les cantines. Je pose à chaque fois la question. Les choses sont en train de bouger. Tout le monde est conscient de ça. Simplement, il faut prendre ce temps de transition. C'est toujours pareil. La transition, ça se finance. Et donc, il faut financer ce circuit court qui permet de passer de quelque chose qui coûtait quasiment rien, mais qui n'était pas forcément de très bonne qualité, qui venait de très loin, à de la production locale, très locale ou régionale, qui parfois coûte un peu plus cher, mais si on lui donne des débouchés, on réussit ensuite à créer une filière qui va gagner en compétitivité et qui aura des coûts qui se stabilisent. Donc voilà, la commande publique, nos objectifs, l'investissement financier et la transparence qu'on met sur les critères. Il n'y a pas que la commande publique, il y a aussi tout ce qu'on doit faire dans la restauration. Et moi je le dis aussi, cette transparence dans les restaurants, elle est très importante. Que les consommateurs que nous sommes regardent à chaque fois d'où vient la viande, posent des questions et mettent la pression. Alors j'ai une dernière question, c'est un peu un clin d'œil, mais tout de même, vous l'avez cité, le ministre. Si vous êtes réélu, est-ce que vous allez reconduire Julien de Normandie en tant que ministre de l'Agriculture? D'abord, je sais qu'il est parmi vous, justement, à Besançon, et je salue tous les bisontins qui sont là, et tous les locaux de l'étape. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous physiquement, parce que c'est une ville et une région qui m'est chère. J'étais à Dijon lundi. Mais le ministre fait un formidable travail, il a toute ma confiance.
je suis respectueux des échéances démocratiques, donc je ne préjuge pas de l'avenir. Je vais d'abord me battre pour avoir la confiance des Français le 10 avril, me battre pour essayer de la voir si je suis qualifié au deuxième tour le 24. Et à ce moment-là, j'aurai des choix à faire, mais je crois pouvoir dire que le ministre ministre Julien Denormandie n'a pas ménagé ses efforts pour être aux côtés du monde agricole durant tous ces temps de crise. Et je ne sais pas à vos yeux, mais à mes yeux, il a bien fait. Emmanuel Macron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du Conseil de l'agriculture français. Et merci à tous. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous, mais mes amitiés à tout le monde. Bon courage et bon débat.